Dans la vibrante ville de Lomé, là où les immeubles modernes côtoient les marchés animés et les plages baignées de soleil, vivait une jeune femme dont la présence semblait suspendre le temps. Son nom était Sira Agbogbo. Sira n'était pas seulement belle, elle était éblouissante. Son élégance naturelle, sa peau lumineuse et son sourire calme faisaient tourner les têtes partout où elle passait. Elle était née dans une famille d'industriels respectés, ce qui lui assurait une vie d'abondance. Mais elle n'avait jamais laissé cette richesse définir qui elle était. Sira avait gardé les pieds sur terre, avec une humanité profonde et une douceur qui touchait tous ceux qui la croisaient. Elle était la preuve vivante qu'on pouvait naître avec une cuillère en argent dans la bouche sans pour autant avoir un cœur de pierre. Chaque semaine, sans jamais chercher la reconnaissance, Sira se rendait dans des centres pour jeunes filles défavorisées. Discrètement, elle finançait des études pour celles qui rêvaient d'un avenir meilleur, réglait des frais médicaux pour celles qui souffraient en silence. Pour elle, la vraie valeur ne se mesurait pas en billets de banque, mais en force de caractère. Elle croyait fermement que chaque jeune fille méritait une chance de briller. À ses côtés, depuis l'université, il y avait Djeneba Kouassi. Pas seulement sa meilleure amie, mais sa confidente, sa sœur choisie. Elles étaient inséparables. Voyages luxueux à Dubaï, moments de prière intenses, projets professionnels ambitieux, fous rires incontrôlables. Tout se faisait à deux. Leur connexion semblait indestructible. Quand Sira parlait, Djeneba écoutait avec une attention totale. Quand Djeneba doutait, Sira trouvait toujours les mots pour la rassurer et la relever. Aux yeux du monde, leur lien était un modèle, une amitié parfaite et sincère, une relation que beaucoup leur enviaient. Elles semblaient unies par une loyauté sans faille, un soutien mutuel inébranlable. Un dimanche après-midi, après le culte, assise dans un restaurant chic au bord de la plage, le bruit des vagues en fond sonore, Sira se tourna vers Djeneba, les yeux pétillants d'enthousiasme. Elle lui confia son plus grand rêve. « Djeneba, je veux créer une fondation. Une fondation pour aider les jeunes filles à croire en leurs propres valeurs, à réaliser leur potentiel, peu importe d'où elles viennent. » Son cœur était rempli d'espoir et de conviction. Djeneba prit la main de Sira, la serra fort et la regarda droit dans les yeux. Sa voix était douce mais ferme. « Je serai toujours à tes côtés, Sira, quoi qu'il arrive, ton rêve étant le mien. » Et Sira la crut, sans l'ombre d'un doute, sans la moindre hésitation. Elle aurait mis sa main au feu pour Djeneba. C'était sa sœur, son âme sœur, son âme. Comment aurait-elle pu imaginer que cette promesse, si belle et si rassurante, n'était qu'un mirage ? Mais certaines promesses sont faites avec la bouche et trahies avec le cœur. Et Sira allait bientôt découvrir que le visage de la trahison peut parfois être celui que l'on aime le plus. Quelques mois plus tard, la fondation Sira Agbogbo voyait le jour. Le lancement fut un événement spectaculaire, couvert par tous les médias. Sira, rayonnante dans une robe de créateur, présenta sa vision avec passion. Djeneba, en tant que vice-présidente, était juste à côté d'elle, souriante et applaudissant à chaque mot. La fondation a rapidement collecté des fonds importants grâce à la réputation de la famille de Sira et à son propre charisme. Les premiers projets furent un succès retentissant. Des bourses d'études furent distribuées, des ateliers de mentorat organisés. Les visages des jeunes filles bénéficiaires s'illuminaient spawnaient d'espoir. Sira était sur un nuage, vivant enfin son rêve. Elle avait une confiance absolue en Djeneba, lui déléguant la gestion des finances et les opérations quotidiennes. Sira se concentrait sur la vision, sur le contact humain, tandis que Djeneba gérait les chiffres dans les coulisses. Pourtant, un soir, alors que Sira examinait les relevés bancaires pour préparer un rapport annuel, quelque chose attira son attention. Une ligne de dépenses inhabituelle. Un transfert important vers une société inconnue. Kouassi Consulting. Le nom la fit frissonner. Elle tenta de se rassurer, pensant qu'il s'agissait sûrement d'une erreur, d'un malentendu. Djeneba lui expliquerait tout. Le lendemain matin, elle aborda Djeneba avec douceur, le relevait à la main. « Djeneba, tu peux m'éclairer sur cette transaction ? Je ne me souviens pas avoir approuvé ce paiement. »
Le visage de Geneba se décomposa une fraction de seconde avant de se recomposer en un masque d'innocence. « Oh ça, c'est juste un cabinet de conseil qu'on a engagé pour optimiser nos processus. J'ai oublié de t'en parler, tout est allé si vite. » La réponse était plausible, mais un sentiment de malaise persistait chez Syrah. Ce n'était pas dans les habitudes de Geneba d'oublier de tels détails. Poussée par une intuition qu'elle ne pouvait ignorer, Syrah décida de mener sa propre enquête, en secret. Ce qu'elle allait découvrir allait briser bien plus que sa confiance. En creusant, Syrah découvrit que Kwasi Consulting appartenait en réalité à Geneba elle-même. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. Au fil des semaines, elle mit au jour un système de détournement de fonds sophistiqué. Geneba avait créé des factures fictives, gonflé les coûts des projets et siphonné des centaines de milliers d'euros des comptes de la fondation vers ses propres comptes offshore. L'argent destiné à aider des jeunes filles en difficulté finançait un style de vie extravagant que Geneba menait dans son dos. Appartements de luxe, voitures de sport, voyages secrets. Le choc fut brutal, dévastateur. La douleur était physique. Chaque facture, chaque relevé était comme un coup de poignard en plein cœur. Ce n'était pas seulement une trahison financière, c'était la destruction d'une amitié qu'elle croyait sacrée. Chaque souvenir partagé, chaque rire, chaque confidence était maintenant teinté de mensonges. Comment avait-elle pu être si aveugle? Le jour de la confrontation arriva. Syrah convoqua Geneba dans son bureau, les preuves étalées sur la table. Le silence était lourd. « Pourquoi ?» C'est le seul mot que Syrah réussit à prononcer, sa voix brisée par la peine. Pour la première fois, le masque de Geneba tomba. Son visage se tordit de jalousie et de ressentiment. « Pourquoi ? Parce que j'en avais marre d'être dans ton ombre. Madame parfaite, Syrah Agbogbo, toujours belle, toujours riche, toujours admirée. Tu as tout eu, sans effort. Alors que moi, je devais me battre pour chaque miette. J'en avais assez d'être ta meilleure amie, ton accessoire. Je voulais ma part du gâteau. » Les mots de Geneba étaient plus violents que n'importe quel gifle. Syrah réalisa alors que l'amitié qu'elle chérissait n'avait été pour l'autre qu'un long calcul. Elle n'avait pas vu l'envie qui rongeait son ami de l'intérieur, cachée derrière des sourires et des mots d'affection. La chute fut aussi spectaculaire que l'ascension. Syrah porta l'affaire en justice. Le scandale éclata, faisant la une des journaux. Le nom Agbogbo fut traîné dans la boue. La fondation s'effondra. Geneba fut condamnée à une peine de prison et à rembourser les sommes détournées. Mais pour Syrah, la vraie sentence était ailleurs. Elle avait perdu bien plus que de l'argent. Elle avait perdu sa naïveté, sa confiance en l'autre et une partie d'elle-même. La reconstruction fut longue et douloureuse. Elle se retira de la vie publique, le cœur en miettes. Des mois passèrent. Un jour, en rangeant de vieux papiers, elle tomba sur les lettres de remerciement des premières filles aidées par la Fondation. Leurs mots, pleins d'espoir et de gratitude, ravivèrent une petite flamme en elle. Elle comprit que la trahison d'une personne ne devait pas anéantir la mission qui l'animait. Syrah décida de recommencer, mais différemment. Plus petite, plus humble, sans le faste et les paillettes. Elle créa une nouvelle structure, les ailes de Syrah, financée cette fois-ci avec ses fonds propres et gérée par elle seule. Elle retourna sur le terrain, renouant avec ce qui comptait vraiment, l'humain. Son amitié dorée avec Geneba n'était plus qu'un souvenir amer, une cicatrice sur son cœur. Mais cette cicatrice lui rappelait une leçon cruciale. Parfois, les plus grandes richesses peuvent attirer les plus grands prédateurs, et la confiance aveugle est un luxe que personne ne peut se permettre. Syrah avait appris à regarder au-delà des sourires, à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences. Et dans ce nouveau chapitre de sa vie, elle était plus forte, plus sage, et paradoxalement plus libre. Elle avait perdu une amie, mais elle s'était retrouvée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt. Tout bascula le soir où Malik Diarra entra dans leur vie. C'était lors d'un événement professionnel dans le quartier huppé de Kodjoviakopé. Grand, charismatique, discret, mais puissant, Malik dirigeait une entreprise technologique en pleine expansion. Il incarnait tout ce que Syrah avait toujours recherché.
La force tranquille, l'ambition mêlée d'humilité, et un regard qui semblait percer les apparences pour voir directement dans l'âme. Quand ses yeux se posèrent sur Syrah ce soir-là, au milieu du bruit et de l'agitation, le monde sembla s'arrêter, pour elle comme pour lui. La connexion fut immédiate, une évidence silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Jenebach, à ses côtés, l'observait avec un sourire, mais même elle ne pouvait mesurer l'intensité de ce qui venait de se passer. Leur relation grandit lentement, sainement. Contrairement aux autres hommes qui avaient croisé la route de Syrah, Malik n'était pas fasciné par sa richesse ou son statut social. Il était captivé par sa profondeur, son intelligence, sa bonté. Leur conversation n'était jamais superficielle. Ils parlaient de valeurs, de projets de vie, d'avenir, de foi. Malik lui montrait un monde où l'amour n'était pas une transaction, mais une alliance sacrée. Il voyait en elle, non pas l'héritière, mais la femme, l'âme sœur. Pour Syrah, c'était comme si elle respirait vraiment pour la première fois. 6 mois plus tard, le décor était parfait. Une plage de grandes popos au coucher du soleil, le bruit des vagues en fond sonore, une brise légère. Malik, avec la simplicité qui le caractérisait, posa un genou à terre. Il ne fit pas un grand discours, mais ses mots, choisis avec soin, touchèrent Syrah en plein cœur. Il la demanda en mariage. Les larmes qui coulaient sur les joues de Syrah n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de pure joie, de soulagement. Elle avait enfin trouvé sa place. Elle dit oui, la voix brisée par l'émotion. Une fois l'anneau à son doigt, la première personne qu'elle appela fut Jeneba. C'était une évidence. Sa meilleure amie, sa sœur de cœur, devait être la première à partager son bonheur. À travers le téléphone, la voix de Jeneba semblait enjouée, pleine de chaleur. « Je suis tellement heureuse pour toi, ma chérie !» s'exclama-t-elle. Mais derrière ce sourire téléphonique, quelque chose venait de se fissurer. Une blessure invisible, profonde. La jalousie, un monstre que elle avait longtemps étouffé sous les apparences de l'amitié et de la loyauté, venait de s'éveiller, plus féroce que jamais. Peu de temps après ses fiançailles, un mal étrange commença à s'emparer de Syrah. Au début, ce n'était rien de bien alarmant. Une fatigue persistante, quelques nausées matinales, des vertiges passagers. Elle mettait ça sur le compte du stress des préparatifs du mariage. Mais les symptômes s'intensifièrent. La fatigue devint un épuisement constant. Les nausées se transformèrent en vomissements, les vertiges en perte d'équilibre. Puis son corps commença à changer de manière dramatique. Elle perdit du poids à une vitesse inquiétante. Ses vêtements flottaient sur elle. Sa peau, autrefois éclatante, devint terne, presque cireuse. Ses yeux, d'habitude si vifs, perdirent leur éclat. Ses forces l'abandonnèrent une à une. Monter un escalier était devenu une épreuve. Se lever de son lit demandait un effort surhumain. L'inquiétude de Malik et de sa famille grandissait de jour en jour. Ils consultèrent les meilleurs médecins de Lomé. Analyse de sang, scanner, IRM, rien. Les résultats revenaient toujours normaux. Ils allèrent à Accra, puis en Europe, consultant des spécialistes renommés. La réponse était toujours la même, frustrante, désespérante. « Madame, vos examens sont normaux. Nous ne trouvons aucune cause physique à vos symptômes. C'est peut-être psychologique. » Pendant tout ce temps, Jeneba ne la quittait jamais. Elle était l'ombre fidèle, le soutien indéfectible. Elle passait ses journées, et parfois ses nuits, au chevet de Syrah. Elle priait fort, les mains jointes, les larmes coulant sur ses joues. Elle pleurait avec Syrah, partageant sa souffrance. Elle l'accompagnait à chaque rendez-vous médical, tenant sa main dans les salles d'attente. Devant tout le monde, elle était l'image même de la dévotion. L'entourage de Syrah était admiratif. « Quelle amie exceptionnelle !» disait-il. « Syrah a tellement de chance de la voir !» Mais personne ne voyait ces éclairs de satisfaction qui passaient parfois dans ses yeux quand Syrah avait une nouvelle crise. Personne ne savait ce que Jeneba avait réellement fait quelques mois plus tôt, lors d'un mystérieux voyage dans son village natal. Un voyage dont elle n'avait parlé à personne en détail. Personne ne connaissait le secret sombre qu'elle portait, le pacte qu'elle avait scellé, le mal qu'elle avait invoqué. Personne, sauf Dieu.
Et le poison qu'elle avait libéré continuait son œuvre, invisible, silencieux, détruisant lentement la vie de celle qu'elle appelait sa meilleure amie. Une nuit, alors que Syrah se sentait au plus bas, convaincue que sa fin était proche, elle fit une prière différente de toutes les autres. Au lieu de demander la guérison, elle murmura dans le silence de sa chambre. « Seigneur, je ne comprends plus rien. S'il te plaît, montre-moi la vérité. Même si elle doit me briser le cœur, je veux savoir. Je suis prête. » Cette prière, lancée avec le peu de force qui lui restait, allait tout changer. Quelques jours plus tard, un véritable miracle se produisit. Syrah se réveilla un matin avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle se leva de son lit, seule, sans aide. Elle prit une profonde inspiration, et pour la première fois, l'air remplit ses poumons sans aucune douleur. C'était comme si un poids immense venait de lui être retiré. Elle se regarda dans le miroir, et même si son visage était encore marqué par la maladie, ses yeux brillaient à nouveau de vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, un drame se jouait. Au moment même où Syrah retrouvait sa force, Djeneba, sa meilleure amie, s'effondra soudainement. Une douleur violente, insupportable et inexplicable la transperça. Elle se tordait de souffrance, criant à l'aide sans que personne ne comprenne ce qui lui arrivait. Les médecins étaient perplexes. Il n'y avait aucune cause médicale apparente. C'était comme si une force invisible la punissait de l'intérieur. Face à cette agonie qui ne la quittait plus, jour et nuit, Djeneba commença à craquer. Le poids de son secret était devenu trop lourd à porter. La vérité, longtemps enfouie, était sur le point d'éclater au grand jour. Finalement, brisée par la douleur et rongée par la culpabilité, Djeneba fit appeler Syrah. Quand son amie arriva, elle la trouva méconnaissable, le visage déformé par la souffrance. En larmes, tremblante, Djeneba avoua tout. Elle raconta sa jalousie, cette graine amère qui avait grandi en elle au fil des années, nourrie par chaque compliment que recevait Syrah, par chaque regard admiratif posé sur elle. Elle avoua avoir consulté un marabout et accompli un rituel interdit, utilisant un poison lent et discret, non pas pour tuer Syrah, mais pour détruire ce qui la rendait si spéciale à ses yeux. Entre deux sanglots, elle murmura « Je ne voulais pas ta mort. Je voulais juste que tu perdes ce qui te rendait si lumineuse, ta beauté, ta joie de vivre. Je voulais que, pour une fois, ce soit moi qu'on regarde. » Syrah écouta ce terrible aveu sans dire un mot. Son cœur était en mille morceaux. La trahison venait de la personne en qui elle avait le plus confiance, celle qu'elle considérait comme une sœur. Un tourbillon d'émotions la submergea. La colère, la tristesse, l'incompréhension. Elle aurait pu hurler, la maudire, la frapper. Mais en regardant le visage dévasté de Djeneba, elle vit non pas un monstre, mais une femme faible, consumée par sa propre haine. Après un long silence qui sembla durer une éternité, Syrah prit la parole. Sa voix était calme mais ferme. « Djeneba, ce que tu as fait est impardonnable. Tu as essayé de voler ma lumière. Mais je refuse de te laisser me plonger dans tes ténèbres. Alors, je te pardonne, pas parce que tu le mérites, et certainement pas pour te soulager. Je te pardonne pour moi, pour me libérer du poids de la haine que tu voulais mettre dans mon cœur. Je refuse de devenir comme toi. » La guérison de Syrah fut complète et rapide. Libérée du poison et du poids, du secret, elle retrouva toute sa splendeur, et même plus encore. Sa beauté intérieure rayonnait désormais avec une force nouvelle, celle de la résilience. Peu de temps après, elle épousa Malik, l'homme qu'il avait aimé et soutenu dans les pires moments. Ensemble, ils construisirent une vie heureuse, eurent des enfants et fondèrent une association pour aider les jeunes femmes victimes de violences psychologiques, transformant l'épreuve de Syrah en une source d'espoir pour des milliers d'autres. Elle était devenue un symbole de force et de pardon. Quant à Djeneba, son sort fut bien différent. Une fois son aveu fait, la douleur physique mystérieuse s'apaisa peu à peu. Mais elle fut remplacée par une souffrance morale bien plus profonde. Rejetée par sa communauté, hantée par le mal qu'elle avait commis, elle vécut une vie solitaire, portant pour toujours les cicatrices de ses propres choix. Elle apprit, mais bien trop tard, la plus dure des leçons.
L'envie est un poison qui détruit toujours, en premier lieu, celui qui le nourrit. Son histoire est devenue un avertissement, un rappel sombre que la jalousie ne mène qu'à la ruine. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, nous enseigne des leçons fondamentales. La première, c'est que les plus grandes trahisons viennent souvent des personnes les plus proches, celles dont on attend le moins de mal. C'est une vérité difficile, mais qu'il faut garder à l'esprit. La deuxième leçon, c'est que la jalousie est un feu intérieur. On pense le diriger contre les autres, mais il finit toujours par nous consumer nous-mêmes, nous laissant avec des cendres et des regrets. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à celui qui nous a blessés. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est la clé qui nous libère de la prison de l'amertume et nous permet d'avancer, plus fort et plus sage. Le pardon libère celui qui le donne, pas toujours celui qui le reçoit. Si cette histoire t'a touché et t'a fait réfléchir, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Chaque semaine, nous partageons des leçons de vie inspirantes venues des 4 coins de l'Afrique pour nous aider à grandir ensemble. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.